Bonjour et bienvenue pour ce nouveau numéro de Tout dépend d'eux. Dans un instant, je vais aller retrouver mon invité du jour pour l'emmener en voiture à la rencontre de deux jeunes qui ont plein de questions à lui poser. Il a été élu député de la Marne en 2007, il est au gouvernement depuis 2009. C'est un homme secret que l'on dit ambitieux. Il s'agit de Benoît Apparu, le secrétaire d'État au logement qui nous attend dans son bureau. Bonjour. Bonjour Monsieur le Ministre, Benjamin Vincent. Benoît Apparu. Très heureux. Merci d'avoir accepté l'invitation de Tout dépend d'eux. Merci à vous. Vous connaissez le principe de l'émission, ils sont deux, ils sont jeunes, ils vous attendent dans des endroits symboliques pour eux, qu'ils ont choisis pour parler avec vous. Je crois que vous n'aviez pas 20 ans, vous étiez déjà militant, à l'époque c'était au RPR. Quand vous voyez que 80% des jeunes ne voient pas l'intérêt d'aller voter, qu'est-ce que ça vous inspire ? Un peu de déception parce que moi j'ai commencé à 18 ans à coller mes affiches, à distribuer mes tracts parce que j'avais cette volonté de m'engager politiquement. En même temps, je mesure aussi que peut-être que les principaux fautifs, c'est nous. Et peut-être qu'on n'en fait pas assez et qu'il faut qu'on change nos comportements pour les attirer. Et bien justement, alors, prenez vos affaires, vous savez, je vais vous emmener avec moi et vous allez avoir une demi-heure aussi, peut-être pour les convaincre qu'il faut aller voter. Voilà Benoît, bien installé. Très bien, parfait. Vous me permettrez de vous appeler Benoît de temps en temps. Sans problème. On a pris la direction de notre premier rendez-vous. On va profiter de ce trajet pour parler un petit peu de vous et de votre engagement en politique. Alors, vous êtes membre du gouvernement et pourtant, est-ce que ça vous choque si je vous dis que votre nom n'est pas très connu ? Oh, pas du tout, non, c'est une réalité. C'est une réalité, mon nom n'est pas connu et ma notoriété, entre guillemets, comme on dit, elle est faible. Vous avez dit un jour que tous ceux qui se font élire ont envie de voir leur tête dans les journaux. Ouais. Est-ce que ça vous concerne aussi ? Je pense qu'il y a beaucoup de métiers, le vôtre, comme le nôtre, où les égos sont forcément surdimensionnés. Et toute personne qui à un moment a envie de se présenter devant des électeurs, effectivement, sont des gens qui ont, quelque part, envie de voir leur tête sur une affiche, qui ont cet égo-là. Ça ne veut pas dire qu'on résume notre ambition à ça, ça ne veut pas dire qu'on résume notre vie à ça, mais ça compte. Alors, vous n'avez que 41 ans. Ouais. Est-ce que vous vous considérez comme un petit jeune en politique encore ? Petit jeune en politique, non, parce que ça fait longtemps que j'en fais. J'ai commencé à 18 ans, j'ai eu le temps d'acquérir, entre guillemets, une forme d'expérience importante, même si c'est vrai, même si effectivement je représente une forme de jeune garde, je ne sais pas bien ce que ça veut dire, mais c'est effectivement, dans la moyenne d'âge, je suis plutôt en bas qu'en haut. Alors si on remonte vraiment encore plus loin dans le temps, à l'époque où vous étiez étudiant, à quel moment est-ce que vous avez quitté le nid familial et de quoi vous viviez au début ? Alors, j'ai quitté le nid familial vers 21-22 ans. J'ai toujours travaillé quand j'étais étudiant, j'étais pion, j'ai été prof, j'ai été surveillant de nuit à l'école de danse de l'Opéra de Paris. Et puis tout de suite, je suis rentré dans le milieu politique, à mi-temps d'abord comme assistant parlementaire, puis ensuite à plein temps comme assistant parlementaire, et puis ensuite une évolution avant de partir et de faire un petit détour chez le privé. Alors, pour parler de ce début dans la vie qui est parfois difficile pour certains, vous allez rencontrer Sabine dans quelques instants. Alors, on va la retrouver dans un café. Elle aurait bien aimé vous recevoir chez elle, mais malheureusement, à 28 ans, elle n'a pas les moyens de se loger à Paris. Je vais vous laisser découvrir son portrait en images. Entrez. Nous sommes donc chez ma mère et moi. À 28 ans, Sabine pense qu'il est plus que temps pour elle de quitter Nanterre et l'appartement de maman. Mais se trouver un logement semble être pour elle un véritable parcours du combattant. Je pense qu'on peut me comparer à une tanguette forcée. Actuellement, même en ayant des revenus, en étant une jeune active, je suis encore chez ma mère, alors que j'aspire à une indépendance, à une autonomie, et que ce serait pour le bien-être de ma mère et pour mon bien-être, ce serait normal. Sabine est une travailleuse sociale et dans le cadre de ses fonctions, il lui incombe, entre autres choses, de prendre en charge l'hébergement de personnes en grande difficulté. Vous avez pu remplir le document objectif des résidents ? Là encore, la pénurie de logements se fait sentir, problématique décidément récurrente dans son quotidien. Ça devient un peu la politique de la bidouille, parce que l'accès au logement autonome, il se fait de moins en moins facilement, ou même très difficilement en région parisienne. Du coup, on a de moins en moins de possibilités pour accompagner les gens.
un accès au logement qu'elle ne désespère pas d'obtenir pour elle-même. On va juste à côté, c'est au 88. Elle a d'ailleurs pris rendez-vous avec un agent immobilier. Merci. Je vous en prie. Son salaire de 1 600 € sera-t-il suffisant pour rendre son dossier recevable? En fait, le futur locataire doit pouvoir justifier d'un revenu de 3 fois le montant du loyer minimum. Donc ici, 1 950 €. Si vous êtes à 1 600, il manque 350 €, donc on demande obligatoirement une caution solidaire. On me demande 3 fois le loyer et on me demande un garant. Et moi, ça va être compliqué. Donc voilà, je vais faire une croix sur cet appart-là, même si je le trouvais sympa. Sabine fait donc toujours partie des 35% de 20-30 ans vivant encore chez leurs parents. Bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Bonjour, je vais peut-être commencer. Donc je vais partir tout d'abord de mon cas personnel. Je suis ce qu'on appelle une personne logée résignée. On est à peu près 240 000 en France, plus de 18 ans, avec contraint de rester chez nos parents, ce qui prouve bien que tout le monde est concerné en fait par le mal logement. Et concrètement, j'ai pas l'impression que vous fassiez grand-chose pour nous. Eh bien, je vais essayer de vous démontrer le contraire. J'ai regardé dans votre portrait, quand vous avez visité votre appartement, on vous dit voilà, vous avez tant d'euros par mois, il faut que le loyer ne soit pas plus d'un tiers de vos revenus, sinon ça passe pas. Qu'est-ce qu'on essaie de faire pour ça? Plusieurs choses. Un, on a lancé un produit qui s'appelle la GRL, la garantie des risques locatifs, qui est justement pour dire, comme les propriétaires en général veulent un taux d'effort de 33%, on leur dit un tiers, on leur dit voilà, acceptez jusqu'à 50%, et nous on vous garantit le paiement de votre loyer quoi qu'il arrive. Ah ouais, alors après ça je suis d'accord avec vous, mais jusqu'à 50%. Après on connaît les risques de surendettement. Je veux dire, moi j'ai pas non plus envie que mon loyer soit équivaut à 50%, bien sûr. à 100% de mes ressources, parce que j'ai des besoins, j'ai des charges. Vous avez envie de vivre, vous avez envie de Tout sortir, à fait. vous avez envie, etc. Comme tout le monde. Deuxième élément de réponse, il faut qu'on arrive en fait à faire une seule chose, construire des logements en Ile-de-France. Alors malheureusement, je finis juste un instant Je vous en promis, prie. on fait juste l'inverse depuis 15 ans. Je suis d'accord avec vous, mais on peut déjà peut-être travailler sur les logements existants en passant par une régulation du parc privé. Qu'est-ce que vous appelez réguler? Réguler, c'est-à-dire dire lorsqu'un locataire part, il y a un plafond, c'est-à-dire qu'on ne peut pas augmenter de temps au-dessus d'un pourcentage et dire voilà, ça permettra, j'espère, j'ose espérer, de vraiment faire que le marché soit raisonnable, parce que là, il n'y a plus du tout de sens. Je veux dire, c'est... Je ne crois pas du tout à cette idée. Je ne suis pas d'accord avec vous et j'y crois pas. Pourquoi? Moi, mon job, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre les choses. Si effectivement, je déséquilibre le rapport au bénéfice du propriétaire, c'est le locataire comme vous qui paumez. Si je déséquilibre au bénéfice du locataire, c'est le propriétaire qui paume, il va faire autre chose. Et si les propriétaires ont le sentiment qu'à un moment ou à un autre, la charge est trop lourde pour eux, qu'il y a trop de contraintes, qu'ils ne gagnent pas assez d'argent, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vends et je fais autre chose de mon argent. Je vais investir dans l'immobilier de bureau, je vais investir à la bourse, où vous voulez, peu importe, il partira. Le résultat, c'est qu'on aura moins de logements à la location. D'accord. Est-ce qu'on peut aborder un autre point? Donc la question, d'une certaine manière, de l'échec de la politique du RSA, du dispositif. Donc moi, j'ai travaillé 2 ans, j'ai accompagné pendant cette période des bénéficiaires du RSA. Et j'ai l'impression que le RSA, c'est pas vraiment un moyen d'insertion, mais vraiment une survie. Et donc, moi, je me demande vraiment comment faire, donner tout son sens à ce dispositif. Et j'ai l'impression que ça passerait vraiment par une réelle politique d'insertion sociale et pas uniquement professionnelle. J'étais pas d'accord avec vous tout à l'heure, là je vais être d'accord avec vous. Il faut qu'on arrive à traiter individuellement chaque dossier en fonction de chaque parcours. Pour certains, la solution sera tout de suite l'emploi. Pour d'autres, ce sera de passer par ce que vous appelez une réinsertion sociale, c'est-à-dire retrouver simplement le goût, le plaisir de la vie, de se remobiliser personnellement, de réaccepter de vivre en société, de réaccepter de vivre en collectivité. Et tant que vous n'aurez pas fait cela, vous pourrez faire tout ce que vous voulez par rapport à l'emploi, ça ne marche pas. Alors sur le RSA socle, le RSA c'était de dire il faut au moins que ceux qui travaillent 4-5 heures par semaine aient un peu plus d'argent que les autres. Et du coup, je voudrais en profiter pour revenir sur un de vos propos qui était relatif à la politique anglo-saxonne, qui met en place un système de travail gratuit pour la collectivité, pour les chômeurs de longue durée.
Moi, je suis profondément outrée. C'est-à-dire que c'est encore une culpabilisation envers ces populations qui n'ont pas choisi. C'est vraiment pas un choix d'être au chômage. Et du coup, c'est encore les stigmatiser. Et c'est une forme d'esclavage moderne, d'une certaine manière. Je crois pas. Je pense que ce que vous dites là est même contradictoire avec ce que vous avez dit il y a 2 minutes. Pourquoi? L'insertion sociale. J'ai bien compris, mais l'insertion sociale que vous évoquez à l'instant, c'est, comme on l'a dit, réapprendre à vivre en collectivité. Et donc, il faut pousser les gens à retrouver une activité. Quand vous avez quelqu'un qui va être au RSA, qui va gagner sur un RSA socle familial autour de 600 € par mois, et qui n'a aucune activité 24 heures sur 24, qui reste à la maison et que sa compagne reste à la maison, son fils, sa fille, va avoir ça comme habitude de vie. C'est pas un choix. Je sais que c'est pas un choix. Je trouve que dans ma vie familiale très très proche, j'ai connu personnellement ce genre de situation-là, donc je sais que c'est totalement subi. Mais c'est pas une raison pour que la société accepte de les laisser subir ça. Notre job, vous travailleurs sociaux, moi ministre, c'est de les aider à sortir de ça. Et les aider à sortir de ça, pour moi, ça passe par une activité. Je voulais aussi parler de tout ce qui est chômage, plus globalement, et non pas uniquement pour les bénéficiaires du RSA. Quand on voit la rapidité avec laquelle on peut se faire radier, quand on voit aussi tout ce qui est tour de passe-passe par rapport aux chiffres du chômage, parce qu'on sait qu'il y a différentes catégories, on se dit que les chiffres du chômage sont un peu, excusez-moi le terme, bidonnés. Donc, vous faites des effets d'annonce. Il y a eu la création, il y a quelques mois, de Pôle emploi. Est-ce que vraiment tous ces dispositifs ou toutes ces réformes sont efficaces? J'en suis pas sûre. Croyez en tout cas une chose. Quand on se lève le matin, on ne se dit pas « je vais bidouiller les chiffres » uniquement pour faire la com. Il y a quand même un peu de sincérité dans nos engagements. Il n'y a pas que notre gueule qui compte et il n'y a pas que des bons chiffres pour faire jouer la télé. Mais Pôle emploi, par exemple, c'est quoi? C'est de se dire qu'il faut qu'on simplifie la vie des gens. Que vous avez 2 administrations, celle qui est là pour vous aider à trouver du boulot et celle qui vous paye. Peut-être que si on en fait une seule, ce sera plus efficace. Et sur le chômage, je vous rejoins complètement. Là encore, il ne s'agit pas de stigmatiser les chômeurs. Surtout pas. Mais il s'agit de se dire qu'on a quand même un pépin en France. Quand j'ai d'un côté 3 millions de chômeurs et que j'ai de l'autre côté 500 000 emplois non pourvus, on a un pépin quand même. Oui, mais il s'avère qu'on peut pas. Il faut aussi que notre emploi soit cohérent avec notre formation, avec nos choix. Bien sûr. Pardon. Juste une dernière phrase. Une dernière Ce qui phrase. nous manque le plus, c'est l'évaluation de ce qu'on fait. Si on avait une vraie capacité dans ce pays, tous les 6 mois, tous les ans, à évaluer la politique publique, efficace, pas efficace, et à en changer quand effectivement l'évaluation est mauvaise, on serait vraiment meilleur. Merci Sabine. Merci à On va vous. vous laisser en espérant que vous trouviez des solutions pour vous loger. J'espère que vous en avez bien profité. Benoît, on a un timing à tenir, donc on y va. Au revoir. À bientôt. Capitale douceur Paris, je dormais dans tes bras. Capitale violence aussi, je ne te reconnais pas. Toi Paris ma beauté fatale, symbole de la France. Je me suis fait casser normal par ton indifférence. Nous voilà de retour dans la voiture, direction notre deuxième rendez-vous. Benoît a apparu, alors ça nous laisse quelques minutes pour poursuivre notre conversation de tout à l'heure. Vous avez un côté, on va dire, sans complexe, fonceur, direct. Xavier Darcos, dont vous avez été le chef de cabinet en 2002, dites-vous que vous avez tracé votre route sans louvoyer ni vous renier. Ça veut dire que l'honnêteté en politique, ça existe encore ? Ouais, j'en suis totalement convaincu que 99% des hommes politiques sont honnêtes sur le plan moral et financier, Ouais. mais ils sont surtout honnêtes dans leur engagement et dans leur sincérité. Mais il vous arrive de, enfin je vais pas dire de mentir, mais il vous arrive de ne pas dire la vérité. Bien sûr qu'il nous arrive effectivement de jouer avec les vérités, de tronquer les choses, de présenter tel que ça nous avantage, de caricaturer les choses. Et en France, on est dans une espèce de logique droite-gauche qui est nous on est les gentils, vous êtes les méchants, et l'inverse. Pour revenir à vous et à votre vie, pourquoi est-ce que vous entretenez un tel mystère autour de vos 18-20 premières années ? C'est pas un mystère, c'est que je considère que ma vie privée, et notamment ma jeunesse, ne concerne que moi et personne d'autre. Chacun a eu des difficultés à un moment ou à un autre, familiales par exemple, c'est pour ce qui me concerne, mais ça ne concerne que moi, et ça ne concerne personne d'autre, et ça ne concernera jamais personne d'autre. Est-ce qu'il y a quand même un bon souvenir de votre jeunesse Bien sûr, bien évidemment. que vous pourriez partager avec nous ? J'ai plein de souvenirs de jeunesse qui étaient passionnants, parce que je me suis éclaté au collège, je me suis éclaté au lycée. J'étais plutôt un fêtard. ouais, Ah. plutôt fêtard, plutôt aimais bien sortir et déconner. Les filles, la drague dans